Voilà, avec Trail of Dead, dont vous venez de découvrir un des anciens morceaux. Donc le dernier album de Trail of Dead, venez le découvrir à la médiathèque. Il s'appelle 9 et le groupe s'appelle And You Will Know Us by the Trail of Dead. Voilà, donc avant de conclure, enfin on va encore écouter un groupe. Mais je voulais également vous parler avant d'un livre, un documentaire en fait, de musical. Donc comme je l'ai expliqué en début d'émission, pardon, j'avais refait un petit peu le fond musical, donc la collection de livres sur la musique, et en prospectant, en allant un petit peu dans les librairies et puis en demandant à des libraires spécialisés un peu dans la littérature musicale ce qui avait d'intéressant. Alors on m'a mis dans la main cet étrange livre qui s'appelle Perfecting Sound Forever, une histoire de la musique enregistrée. Alors je vous en conviendrez, une histoire de la musique enregistrée, bon, un livre qui fait quand même je l'ai sous les yeux, qui fait pas loin de 400 pages. Ça m'emballait pas des masses, et en fait en lisant l'introduction, parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'emprunter avant de l'acheter, et de commencer à le lire avant même de l'acheter, l'introduction m'a plongé dans un monde, mais alors complètement étonnant, qui est celui de l'incroyable épopée qui a été, et qui est encore d'ailleurs, l'enregistrement de son sur un support, et la relance de ce son, la restitution de ce son de manière correcte, de manière la plus proche possible de la réalité sur des enceintes. Donc on est vraiment dans une histoire pas de la musique, mais de l'enregistrement sonore, d'une technique industrielle, on va dire, mais dont il est question très souvent, je dirais à 70% dans ce livre, est plutôt question de musique plus que d'industrie. Mais on va voir comment, dans ce livre, on voit comment sont liées la création musicale actuelle depuis, on va dire, le milieu du XXe siècle jusqu'à présent, comment sont liées la création musicale avec cette industrie particulière qui est l'enregistrement sonore. Donc ce bouquin est écrit par un journaliste, Greg Milner, un journaliste anglais spécialisé vraiment dans la musique, et puis apparemment très intéressé par l'ingénierie du son. C'est un journaliste qui a écrit dans Rolling Stone, dans Voice, dans Spin, dans Slate, dans Wired. Excusez-moi pour mon accent un peu naze. Donc c'est un journaliste assez important, musical. Et donc là, il nous retrace depuis Thomas Edison, donc l'un des grands créateurs du courant alternatif, je crois, de l'électricité, mais aussi l'un des premiers créateurs de musique enregistrée, du fameux gramophone, je ne sais pas si vous voyez, cette espèce de lecteur de disques qui tourne avec un immense cône qui permet d'amplifier le son. Voilà, donc c'est le créateur de cette nouvelle technologie, et donc il retrace l'histoire de l'enregistrement du son à partir de ce moment-là, d'Edison, jusqu'à la période actuelle, donc l'enregistrement numérique, le traitement numérique, la diffusion en MP3, etc. Et toute la révolution que ça a créé à la fois dans on va dire dans le monde de manière générale, que ce soit le fait d'enregistrer un son, puis de le restituer, puis dans le monde de la musique, pour les artistes, qu'est-ce que ça faisait pour la première fois d'entendre sa voix, parce qu'en fait la très grande révolution, il l'explique au tout début du livre, la très grande révolution même conceptuelle de l'enregistrement musical, il l'explique, il fait cette analogie, la même qu'a dû ressentir un homme préhistorique lorsqu'il se voit pour la première fois dans une flaque d'eau. Une flaque lui renvoie l'image de lui-même, et jusqu'à présent, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y avait jamais eu ce type de miroir pour le son. Personne n'avait pu entendre le son de sa propre voix avant l'invention d'Edison à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et c'est
d'autant plus intéressant. Enfin, en parlant d'Edison et de sa création, Greg Milner nous dit, c'est très étonnant que l'humanité n'ait pas conçu un système de reproduction du son avant, parce que tous les éléments de reproduction du son, tous, étaient présents dès l'Antiquité. Il y a alors le mécanisme d'un tourne-disque avec le cône pour amplifier le son, évidemment utilise de l'électricité pour faire tourner le disque, mais on pouvait très bien faire tourner le disque de manière manuelle, et tout le reste qui permet de produire du son, donc l'enregistrement sur une plaquette de cire, il en parle, j'en reparlerai peut-être aussi. Le premier enregistrement, c'est une aiguille qui inscrit une onde sonore sur un rouleau de cire, qui sera amplifié ensuite par un diamant. Tous ces éléments sont présents dès le début de l'humanité, et cette invention ne débarque qu'à la fin du XIXe siècle. C'est très étonnant, mais c'est comme ça, et elle va donner une révolution à la fois dans l'esprit des gens, dans la communication de manière générale. Le politique va utiliser très rapidement, l'auteur le décrit là, dans le livre, cette technologie. Un président d'un bout de l'Amérique va pouvoir faire un discours à l'autre bout de l'Amérique en temps réel, quasiment, donc très grande révolution dans la communication, mais également dans les artistes. Il y a et la mise en valeur, la découverte, on va dire plutôt, d'artistes qui, en écoutant leur propre voix, se rendent compte de la valeur de leur voix. Et je m'attarde un petit peu sur un des points sur lesquels Greg Milner s'attarde également. En fait, Greg Milner fait une bascule à chaque fois entre l'innovation technologique et le pendant musical. Qu'est-ce que ça a changé pour la musique derrière. Et dans les premiers temps de l'enregistrement numérique, dans n'importe quoi, de l'enregistrement du son, il y a eu quelques personnes qui sont allées dans le sud profond de l'Amérique enregistrer les chants d'esclaves, qui étaient déjà assez populaires à l'époque, mais qui évidemment on ne pouvait pas enregistrer faute d'instruments d'enregistrement. Et donc certaines personnes, et deux trois personnes qui ont parcouru l'Amérique et qui ont enregistré ces sons d'esclaves, qui étaient plus des esclaves d'ailleurs, mais qui continuaient à travailler dans les champs, qui continuaient à être parfois dans les prisons. Également, il y a eu beaucoup de sons qui ont été enregistrés dans les prisons, et notamment un artiste qui s'est totalement révélé en écoutant le son de sa propre voix, donc afro-américain, qui a eu une vie très mouvementée entre esclavage, travail dans les champs de coton, il a fait un détour par la case prison, puis il a été amnistié par le gouverneur de son état, qui s'est rendu compte de la valeur musicale très importante de cette personne. Cette personne, c'est Lead Belly. Alors c'est une star en Amérique. En fait, c'est une personne qui est extrêmement connue, qui fait partie du patrimoine, vraiment comme nous, on va dire, je sais pas, Edith Piaf, ou Yves Montand en France. Lead Belly, c'est une personne extrêmement connue. Il n'est pas très connu en Europe, ou en tout cas en France, mais vous devez peut-être en connaître une de ses chansons, parce que Nirvana en a reprise une, Where Did You Sleep Last Night, sur l'un de leurs concerts acoustiques. Donc c'était une chanson à la base de Lead Belly, donc du tout début du XXe siècle. Et ce Lead Belly a vu arriver un jour, alors qu'il travaillait sur son champ de coton, des personnes avec des instruments un peu bizarres qui, à l'époque, étaient assez imposants. Il fallait une voiture pour le transporter, l'enregistrement, et qui est venu enregistrer le son de sa propre voix, de ces chansons traditionnelles qui se transmettaient de génération en génération, qui se chantaient dans les champs de coton, dans les prisons, et ils lui ont demandé, ces personnes, de chanter ces chansons, et ça a eu un succès assez important à New York, dans les grandes villes, et c'est devenu Lead Belly, l'un des premières stars, on va dire, de l'enregistrement. À partir de là, Greg Milner donc suit tout le fil de l'évolution de l'enregistrement du son,
Alors, je vous préviens quand même, il y a quelques passages qui sont assez techniques, où il essaye d'expliquer, et c'est bien, parce que du coup, ça permet d'expliquer un petit peu comment fonctionne le son. Moi, j'avoue que je comprenais pas grand-chose de ce qui se passait quand on enregistre un son. Parfois, Graham Liner est assez technique, ça dure quelques paragraphes, hein, il faut un peu s'accrocher dans ces paragraphes-là, mais en dehors, c'est tout à fait accessible. Donc je passe assez rapidement sur le passage de la Seconde Guerre mondiale qui est apporté par les techniques d'espionnage du son, et un très grand apport dans l'enregistrement du son. Puis est arrivé le premier grande bagarre. Enfin non, avant ça, il y avait une grande bagarre dont il parle entre le cylindre, l'enregistrement sur un cylindre et l'enregistrement sur disque. La première grande conflit industriel sur l'enregistrement sonore, c'était ça. C'est assez rigolo. Et c'était Edison qui voulait enregistrer sur un cylindre et il a perdu, hein, évidemment. Maintenant, on sait que l'enregistrement, ça se fait sur un disque tout d'abord en cire, et puis après, c'est devenu un disque vinyle. Mais là, moi, je m'attarderai sur une période qui m'intéressait un peu plus et qui, je pense, m'a plus marqué. C'était celle de l'enregistrement analogique du disque, qui a créé une scission, on va dire, entre la musique acoustique et la musique électrique. C'est-à-dire qu'à un moment, on pouvait enregistrer des sons de manière complètement acoustique, c'est-à-dire qu'à un moment, pour amplifier le son qui sortait, mais également pour l'enregistrer, on a fait intervenir de l'électricité. La première grande personne là, dont il parle, c'est Les Paul, qui a laissé son nom à une marque de guitare électrique, et qui a, on va dire, en premier enregistré un son électrique, c'est-à-dire qu'il faisait ressortir son son sur une enceinte, ça produisait un son particulier qu'une guitare acoustique ne produisait pas. Et en enregistrant une nouvelle fois ce son, il a fait un des premiers enregistrements d'un instrument électrique. Et voilà, donc une grande scission entre les fans de l'acoustique qui pensent que l'enregistrement acoustique pur, celle d'un enregistrement avec aucune intervention d'électricité autre que le moteur qui va faire tourner le disque, c'est le moyen le plus pur de faire de la musique. Et donc s'en est suivi de ce premier conflit le succès qu'on sait, hein, de la musique enregistrée en électricité, hein. La guitare électrique, c'est devenu le grand instrument de la seconde moitié du XXe siècle. S'en est suivi ensuite, là, je vais un peu vite, hein, parce que tout le livre s'attarde assez longuement sur toutes ces guerres, sur les artistes que ça a impliqué, sur les recherches que les artistes ont fait par rapport à ces innovations technologiques. Est venue ensuite toute cette phase qui je trouve est très intéressante et très importante dans la manière d'enregistrer de la musique à la fin du XXe siècle, c'est le mixage et plutôt même l'enregistrement sur une bande. C'est-à-dire qu'à un moment, on a commencé à enregistrer des enregistrements magnétiques, c'était ça le mot que je cherchais, qui a permis aux gens, aux artistes, de s'enregistrer sur plusieurs couches. C'est ce qu'ont fait les Beatles. Ils ont été un des premiers à le faire. C'était pas les premiers, mais ils ont été un des premiers à le faire, à enregistrer plusieurs couches de voix, plusieurs couches d'instruments, plusieurs couches d'instruments, et puis de les couper, de les inverser, de les entremêler. Et ils ont fait ainsi une espèce d'expérimentation qui a créé une manière complètement nouvelle, évidemment, de faire de la musique. On n'était pas encore dans l'ère numérique, c'est-à-dire que ça se faisait tout par des bandes qui étaient magnétisées, donc on enregistrait la musique sur bande magnétique, on les coupait, on les inversait, on les surimpressait, on faisait plusieurs pressages sur l'une. Alors du coup, ça faisait des pertes de qualité, donc il fallait en faire. Enfin, il y avait toute c'est très rigolo la manière dont en parle l'auteur là-dedans, et ça nous amène au troisième grand moment de l'enregistrement musical, qui est l'arrivée du numérique, évidemment. Je vous laisserai découvrir tout ça, parce que c'est très intéressant aussi à découvrir, c'est très étonnant. Il parle d'ailleurs de l'album des Red Hot Chili Peppers, Californication, de l'influence très importante qu'a eu cet album dans la façon d'enregistrer le son, et notamment avec l'arrivée du numérique, qui a été une technique très particulière
qui soi-disant, parce qu'en fait ça a créé une autre scission encore dans les fans de son, les audiophiles, entre ceux qui préfèrent le son chaleureux du vinyle, et l'auteur explique pourquoi d'ailleurs on trouve le son du vinyle chaleureux et le son du CD plus agressif. Mais en fait, le CD permet d'avoir une amplitude et d'inscrire beaucoup plus d'informations que sur un vinyle. Et du coup, de faire des enregistrements, beaucoup plus importants. Sur un vinyle, plus l'enregistrement est fort, plus le sillon est large. Du coup, on peut mettre moins de temps de musique. C'est expliqué tout ça dans le livre. Et du coup, Californication a été l'album des Red Hot Chili Peppers de la fin des années 2000, je crois, un petit peu avant 2010, il me semble qu'il est sorti, et qui a été l'album littéralement le plus fort de l'histoire de la musique enregistrée. Quand on mettait cet album dans sa voiture, on entendait que ça, et d'ailleurs c'était le but de ce type d'enregistrement, c'est de couvrir le son d'une voiture quand on voulait mettre l'album dedans. Donc tout ça est extrêmement intéressant de comprendre comment est fabriquée la musique actuellement. Il y a un moment où l'auteur va mettre des graphiques audio pour se rendre compte que le fait d'avoir plus d'informations mais d'augmenter en volume faisait perdre en fait de variété dans le son. Vous allez voir, c'est très didactique, c'est très intéressant à lire, c'est très drôle également. Il y a beaucoup d'anecdotes assez drôles, et notamment la façon dont l'auteur va vous expliquer au début d'ouvrage. L'auteur va vous expliquer comment fonctionne le système auditif lors d'un enregistrement d'un coup de batterie de John Bonham, le batteur, fameux batteur de Led Zeppelin, un des batteurs les plus puissants de l'histoire de la musique, je pense, j'allais dire du rock, mais de la musique. Et c'est un chapitre très très intéressant et très drôle à lire, et où on comprend le fonctionnement pas uniquement de l'oreille, mais du départ d'un son, la production d'un son, puis la façon dont il va arriver jusqu'à notre oreille, puis la façon dont on va l'enregistrer, puis de le ressortir, etc. C'est vraiment très intéressant. Pour ceux qui sont intéressés déjà de manière générale par le son, jetez-vous sur ce livre, c'est vraiment excellent. Pour ceux qui aiment la musique actuelle, la pop musique, et puis qui aimeraient creuser pour comprendre un petit peu comment fonctionne, tout simplement un MP3 aussi. Je suis pas allé jusque là, mais l'auteur y va, explique ce qu'on perd et ce qu'on gagne avec un MP3. Donc si vous êtes intéressé un tout petit peu par les technologies et puis par comprendre comment on enregistre maintenant de la musique, jetez-vous sur ce livre, c'est vraiment excellent, un tout petit peu technique, je le répète, des fois c'est un petit peu technique, mais c'est aussi l'objectif de ce type de livre. Vous allez le trouver donc dans l'espace musique de la médiathèque. Ce livre s'appelle Perfecting Sound Forever, une histoire de la musique enregistrée par Greg Milner. Je vous laisserai donc le lire et vous jeter sur ce livre. Avant de vous laisser, on va relancer une petite musique d'un groupe dont on a acheté le dernier CD actuellement, qui s'appelle Ezekiel, un groupe français que je pensais lyonnais, mais en fait non, il n'est pas lyonnais, il vient de Tours. Et c'est un groupe qui en est aussi à leur, je crois, de 13e album, je crois. Pourtant, c'est un groupe qui est assez récent, 10e album, et qui revient avec Luxe, donc. Et c'était une musique qui est assez à propos avec le livre dont je viens de vous parler, puisque Ezekiel, c'est un groupe qui crée une fusion très brillante entre la musique électronique, le rock, mais également la musique classique. Ils ont fait des enregistrements avec de la musique classique, Ezekiel. C'est pas le cas sur cet album-là, qui est plus électro-rock, on va dire, mais qui donne une impression de parcourir tout un pan toute une parenthèse de l'enregistrement musical, qui est assez à propos avec le livre dont je viens de vous parler. Donc j'en dis pas plus sur Ezekiel, je vais vous laisser écouter ça. Donc un groupe français, mais en fait j'ai cru qu'il était lyonnais parce qu'il sort de la Jarring Effect, qui est une maison une boîte de production musicale indépendante lyonnaise, très connue parce qu'elle a produit Le Peuple de l'Herbe, elle a produit My Tai Show, elle a produit iTunes, une nouvelle vague de la musique rock électronique indépendant et qui vient de Lyon. Et c'est pour ça que je croyais qu'Ezekiel venait de Lyon. En fait non, ils viennent de Tours. Voilà, donc je vous laisse avec un de leurs titres qui s'appelle Born in Valhalla,
qui vient de leur album Luxe, que nous avons donc ici à la médiathèque, dont je vous recommande chaleureusement encore une fois l'écoute. Avant de vous laisser, je voulais vous parler également de nos playlists. Ce sera très rapide. On va essayer de produire assez régulièrement également des playlists, c'est-à-dire un ensemble de titres que vous pouvez écouter via notre site internet sur la plateforme qui s'appelle Groove Shark. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit, il n'y aura pas de pub qui viendra vous embêter, en tout cas pour l'instant, entre chaque morceau comme sur Deezer ou Spotify si vous n'êtes pas inscrit. Donc sur Groove Shark. On en a fait une sur Pâques, donc sur plutôt une playlist gourmande, et les prochaines qui vont arriver dans les prochains jours, on va les faire sur les grands festivals du printemps jusqu'à l'été. Vous savez qu'entre le printemps et l'été, c'est le temps des grands festivals de musique qui commencent en général avec les printemps de Bourges. Et donc on va essayer de parcourir toute une partie du printemps et de l'été par les playlists, en vous mettant en playlist ces groupes qui passent dans tous ces festivals. Ça permet en général de découvrir des groupes assez inconnus et de redécouvrir aussi des grands groupes qui viennent sur scène. Donc là, la première playlist sera sur le Printemps de Bourges, qui est à peu près officiellement l'un des premiers grands festivals qui annonce les grands festivals de l'été. Voilà, je vous laisse donc avec Ezekiel et Born in Valhalla, tiré de son dernier album Luxe. Nous vous retrouverons prochainement pour une nouvelle émission, un nouveau podcast, probablement plus axé littérature. Nous avons eu des très bons retours sur ces podcasts et on vous en remercie. Donc on va essayer d'en produire encore beaucoup. N'hésitez pas à nous faire des retours, à écrire des messages sur notre site internet, à nous en parler directement. Si jamais vous avez des découvertes musicales, ou même pas que musicales, là on est une émission musicale, mais découvertes de livres, de films ou de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à nous en parler, à venir même en parler lors d'une émission. Ça ne nous pose aucun problème, c'est même l'objectif de ces émissions. Je vous laisse donc avec Ezekiel et vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, suivant le moment où vous écoutez cette émission. Vous êtes sur le podcast de la médiathèque de Chaponneau et à une prochaine émission.